Donc, l'hypertension pulmonaire est considérée comme étant toujours une pathologie rare. Elle n'est pas aussi rare que ça, comme en témoigne cet article qui date déjà de 2013, donc déjà 10 années auparavant. Cette pathologie n'est plus considérée comme étant une pathologie rare. De même que ce n'est plus une pathologie orpheline, comme on le croit, plutôt c'est une pathologie à l'image d'épidémie globale de par le monde. Cette affection est généralement découverte tardive. Elle a deux particularités. C'est parce que les formes sont d'emblée avancées de la maladie. Comme en témoignent les différentes investigations qui ont été réalisées, les études de par le monde, là c'est l'étude Ambition, elle a inclus des malades qui étaient déjà aux alentours de 50 mm de mercure. Donc les malades inclus étaient déjà à un taux très élevé d'hypertension pulmonaire. De même, cette étude américaine, l'étude Aspire, la même chose, 54 de pression artérielle pulmonaire, de même que l'étude Compera, l'étude européenne, là aussi, c'était aux alentours de 48-50 mm de mercure. Donc la pathologie, même les malades qui sont inclus dans les études, dans les études cliniques, étaient déjà des malades assez avancés dans leur pathologie. Autre particularité, c'est le délai moyen de survenue et de diagnostic de ces malades, puisque ça dépasse le plus souvent 2 années après l'apparition des premiers symptômes. On verra surtout cette expérience anglaise, britannique, qui ont revu leurs malades. Et la particularité, c'est que ces malades-là, 12 mois après avoir, disons, suspecté un symptôme ou être capable de réaliser qu'il y a un symptôme particulier, 30% n'ont pas encore discuté de ce symptôme chez ces malades. C'est leur médecin. Et que la plupart, 50%, n'ont pas encore reçu de traitement, n'ont pas eu de traitement, même après une année de la survenue de ces symptômes. Et que 40% de ces malades en Angleterre ont déjà vu au moins 4 médecins et que presque 10% ont vu 7, voire plus que 7 médecins avant de voir le diagnostic final d'hypertension pulmonaire. Donc vous voyez que le délai est relativement lent. Comment témoigne cette plaque? Donc c'est vraiment des malades qui peuvent se retrouver plus que 2 ans, presque 40% des malades n'ont pas encore de diagnostic, malgré qu'il s'agit d'un pays européen assez avancé. Donc la même chose, l'impact il est très très important sur la qualité de vie de ces malades-là. Et même lorsqu'ils prennent des traitements, la qualité de vie n'est pas du tout améliorée. Donc même sous traitement, c'est des malades qui souffrent encore. Donc là aussi, il y a un impact, presque 2 tiers des malades vont avoir aussi bien un impact financier, mais également sur le plan psychiatrique et sur les conséquences sur leur traitement. Sur le plan financier, vous voyez, donc, il y a presque moins de 33% de diminution de leurs ressources financières à cause de cette pathologie qui les empêche de travailler convenablement. Donc là aussi, c'est juste pour rappeler que c'est des malades qui vont avoir beaucoup de soucis, aussi bien sur le plan émotionnel, financier, à cause de cette pathologie, que cette pathologie reste encore sous-diagnostiquée malgré qu'il s'agit d'une étude européenne. On revient, ce qui nous intéresse, c'est cet article ou cette revue qui a mentionné les 10 commandements de la prise en charge de l'hypertension artérielle concernant les guidelines du traitement concernant le dernier congrès mondial de l'hypertension artérielle pulmonaire qui s'est déroulé en 2022. Et là, c'est un article de 2023 qui reprend les 10 commandements qu'on va rapidement voir. Ça a touché la définition, la classification, le diagnostic, le risque au moment du diagnostic, le risque au moment du suivi, les différents phénotypes de ces malades pulmonaires, cardiaques, l'atteinte pulmonaire, la CPF et également, ce qui nous intéresse tout à l'heure, on parlera des pH centres. Donc, ce dont on va parler, on ne va pas pouvoir parler durant ces quelques minutes des 10 recommandements, mais on a choisi d'en parler du diagnostic qui nous intéresse et puis essayer de voir ce qu'on pourrait faire concernant ces différents centres. Le diagnostic, rapidement, 3 étapes. Première étape, c'est la suspicion clinique. Et là, les différents symptômes auxquels il faut penser à une hypertension artérielle pulmonaire en cas de dyspnée d'effort, en cas d'asthénie, de bende de pneu, qui est une dyspnée lors de l'antépulsion du tran, la survenue de palpitations, d'hémoptysie, de distension abdominale, nausée induite par l'exercice, un gain de poids par rétention hydrique et surtout les syncopes au moment ou après effort. Donc tous ces symptômes devraient nous inciter, entre autres, à évoquer le diagnostic d'une hypertension pulmonaire. Sinon,
de façon plus tardive et beaucoup plus rare malheureusement, mais c'est dû à l'évolution de cette pathologie, c'est la dilatation de l'artère pulmonaire qui va être responsable dans ce cas de douleur thoracique à l'effort par compression de l'artère coronaire gauche, de dysphonie par compression du nerf laryngé récurrent gauche ou d'un essoufflement, sifflement, tout infection respiratoire basse, atelectasie par compression des branches. Donc là, ça résume un tout petit peu comment on peut voir ces malades. On peut les voir avec des œdèmes, bien sûr, en stade d'insuffisance cardiaque, en cas de syncope, de toux, de dyspnée, de douleur thoracique, d'acide carrément lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque globale. Deuxième étape, c'est le dépistage échographique. Donc là, la pierre angulaire, c'est le dépistage d'hypertension pulmonaire, c'est l'écho bien sûr. Et qui dépister? Ce que j'ai mis en gras, c'est les malades malheureusement dont on ne pense pas et qu'on ne dépiste pas réellement. On dépiste bien sûr lorsqu'on a un doute sur une hypertension artère-pulmonaire, mais par contre, la sclérodermie, bien sûr, ça nous intéresse en tant qu'interniste rhumato ou pneumologue, par exemple. Par contre, hypertension portale, nos amis gastro ne le font pas de façon systématique, par la même façon chez quelqu'un qui a une forme familiale d'HTAP ou avant transplantation hépatique, je ne sais pas, mais je ne crois pas que ça se fasse. Par contre, il y a une grande population qui ont quand même chez nous qui ont le VIH. Et ces malades-là également ne sont pas du tout dépistés. Là, les autres connectivités, notamment le PEUS, hors sclérodermie, là, les internistes et les rhumatos s'en chargent. Et puis, également, un grand groupe, c'est les malades qui ont présenté une embolie pulmonaire après 3 mois d'anticoagulation efficace et qui restent symptomatiques. Là aussi, il n'y a pas grand-chose qui est fait, surtout la dyspnée, sans cause identifiée, là aussi, ce n'est pas du tout évident. Donc vous voyez, ce qui est en gras, c'est les malades qui sortent, disons, du lot de dépistage systématique qu'on devrait réaliser tous. Une pathologie quand même à laquelle je tiens à vous en parler, au moins pour l'évoquer, c'est la sclérodermie, bien sûr, les malades qui devraient être, bien sûr, dépistés. Il y a actuellement un algorithme DETECT qui permet d'identifier les formes asymptomatiques. Et surtout, j'aimerais bien vous montrer ces différents visages de sclérodermie tels que cette patiente à gauche. Sinon, plusieurs années plus tard, voilà, c'est un aspect momifié, il ne faut pas arriver à ce stade-là. Et surtout, c'est des malades qui finissent par être tributaires d'une oxygénation à domicile. Donc là, c'est des malades qui sont presque handicapés de par l'atteinte respiratoire, de la fibrose, etc. Donc, évoqué bien sûr devant tout Raynaud chez une dame avec cette sclérodactylie. C'est des malades, lorsqu'on ne les traite pas, vont avoir un flessum continu, donc ils vont avoir un déficit au niveau de leur articulation distale et par conséquent un handicap moteur. Ça peut être même des gangrènes. Donc, juste pour reprendre que la sclérodermie, il y a plusieurs causes ou plusieurs étiologies de survenue d'hypertension pulmonaire, que ce soit l'HTAP en elle-même, que ce soit secondaire à la fibrose pulmonaire spécifique, que ce soit en rapport avec une dysfonction du VG ou post-embolique. Donc, une sclérodermie est, par définition, entre guillemets, atteinte d'une hypertension pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça qu'il faut toujours faire, durant la première année, chaque année, un échodoppler. Allez, donc, troisième étape, c'est la confirmation par cathéter cardiaque droit dans un centre spécialisé. Et là, voilà les indications du cathétérisme. Ça nous permet de diagnostiquer la pression, la pH, l'hypertension pulmonaire, le mécanisme pré- ou post-capillaire, préciser le sous-type de pH, réaliser le test de NO afin d'identifier les patients susceptibles de bénéficier durablement d'un traitement par inhibiteur calcique, mais ils sont très très rares sur le plan nombre, et également afin de déterminer la gravité de la maladie. Donc je cède à ce moment-là la parole à Dr Fatma Warda pour reprendre les indications du cathétérisme et nous parler de l'expérience du service de cardiologie pédiatrique concernant cette atteinte. À vous la parole et je reprends juste après. D'accord, ok, d'accord. Donc je vais terminer et Dr Warda reprendra tout à l'heure pour nous parler de son expérience. Donc, deuxième volet de notre, disons, également prise en charge, c'est les défis qu'on souhaite bien sûr réaliser, cette prise en charge dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs spécialités. Et là, l'ESC nous propose d'avoir aussi bien un centre, disons, primaire et puis des extensions. Et là, c'est vraiment encore pour nous des choses qui sont très, très, très loin de la réalité. Mais il faut savoir, disons, avoir une idée futuriste pour essayer d'être dans ce cadre-là. Donc là, c'est différents process, que ce soit
la prise en charge de ces patients, les meetings comme celui-là, les prises en charge de ces patients et la recherche, training, éducation. Fait également très très important concernant les recommandations, c'est l'avant-dernière, donc c'est d'avoir ce qu'on appelle un registre. C'est quoi le registre? Donc c'est un outil qui nous permet d'avoir une collection de données uniformes d'une population définie, atteinte d'une pathologie particulière ou exposée à quelque chose et qu'on va suivre sur le temps. Ce registre patient va nous permettre d'avoir une idée sur l'épidémiologie, mais également sur l'évolution de cette pathologie, son histoire naturelle, quelle serait sa démographie, les différents phénotypes dont on a parlé tout à l'heure, et surtout notre pratique clinique. Et dans tous ces cas-là, ce sera quelque part une critique concernant notre prise en charge de ces malades-là qui est très 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 loin d'être idéale et performante. Donc là, ça va nous permettre, et je vous montre cet abstract de nos amis et frères algériens qui date de quelques années déjà, qui a été présenté au cours de la Société européenne de pathologie respiratoire et qui montre surtout ces différents pourcentages, je ne sais pas si vous les voyez. Est-ce que nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas idée sur les différentes répartitions de l'hypertension pulmonaire concernant toute la gamme de nos malades. Donc là, eux, ils savent que 2,5% de leurs patients ont le HIV, par exemple. Là, on n'a pas encore. Là, par exemple, 1,6% des malades ont une hypertension portale associée. Donc l'objectif de ce registre, c'est d'avoir au moins une idée des différents pourcentages, des différents sous-types et des différents phénotypes de la pathologie dans notre population tunisienne qui, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, on ne dispose pas de ces données-là. Donc là aussi, ça se rejoint comment on va prendre en charge ces malades concernant les différents centres. Là, disons, ce qu'il faut faire. On va reprendre petit à petit pour dire qu'il faut screener, comme l'a dit, les différentes populations à haut risque, avoir un diagnostic le plus tôt possible, évaluer ce diagnostic, réaliser le cathétérisme, on en parlera tout à l'heure, quelles sont les thérapies, comment on va titrer les différents traitements, comment on va prendre en charge tout ce qui est œdème, fluide, etc., les effets secondaires, la prise en charge dans une structure d'urgence, réaliser des études cliniques, la transplantation et surtout, bien sûr, les palliatifs, la prise en charge palliative de ces malades-là. Donc on aura besoin de tous ces gens-là, on ne les a pas encore malheureusement, que ce soit surtout des patients de soutien, que ce soit le social work, que ce soit les infirmières destinées à cette pathologie, les comprennent, les diététiciennes, les psychologues, les psychiatres, les chirurgiens, les rhumato-internistes, etc. Donc, qui parle de prise en charge, j'ai mis, ce n'est pas du tout exhaustif, on peut en ajouter plusieurs spécialités, on peut ajouter même des gynécologues, puisque c'est des femmes qui risquent d'avoir une grossesse et qui seront un jour ou l'autre amenées à être gérées par des gynécologues, donc ça peut être en chef de file, c'est pour faire plaisir à mes amis cardiologues qui m'invitent, les cardiologues, les pneumologues, les médecins vasculaires, les gastro, infectieux, les internistes, hématos, médecins généralistes première ligne bien sûr, les pédiatres, rhumatos, psychiatres, psychologues, etc., etc. Donc tout le monde, tous les corps de métier en général et en particulier tous les médecins qui s'y intéressent peuvent être également associés à cet effort. Donc pour les patients, là aussi, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, même les patients ne savent pas leurs droits, n'ont aucune idée. Donc idéalement, il fallait avoir au moins des groupes de soutien pour ces patients-là, faire les inviter dans des conférences, etc. Pour les médecins, là aussi, des programmes d'éducation, de formation médicale contenue, etc., etc. Donc, je vais vous montrer quelques exemples des malades pour rester sur le plan pratique. Je vous laisse admirer cette très, très, très belle écriture d'un de nos confrères, pneumologue, donc, qui voit une dame. Et là, c'est juste vous montrer que ça évolue depuis 2020. Là, la lettre est écrite en 2023. Donc, vous voyez, c'est une malade qui a erré pendant 3 ans pour se retrouver en face de ce médecin qui a fait ce qu'il fallait, l'écho-cœur, etc. Et la scintille. Et il nous l'adresse pour le caté droit. On finit par avoir, avec la collaboration de l'équipe de cardiologie pédiatrique de la RAPTA, ce caté droit qui nous permet de poser le diagnostic et d'envoyer une lettre
avec une prise en charge pour ce traitement lobsumite qui date du 1er 6 2023, donc on est presque à 4 mois et on n'a malheureusement pas encore de réponse. Là, c'est un gros souci, malgré l'effort, malgré le retard diagnostique, malgré tout ce qui a été fait, on est juste là à presque 4 mois sans résultat. Par contre, là, c'est une lettre qui a été envoyée au 1er mars 2023, 6 mois plus tard quand même, en septembre 2023, avec des démarches comme vous ne pouvez pas imaginer, avec une hypertension artérielle pulmonaire à 80 mm de mercure chez cette femme qui a une sclérodermie. On a une réponse favorable de la CNAM en septembre 2023. Donc il y a beaucoup de va-et-vient malheureusement de ces malades-là pour qu'ils se retrouvent. Là, une autre dame, sclérodermie, là je salue, c'est une occasion de saluer le Dr Adet qui connaît très bien cette dame, qui a fini par avoir une réponse favorable en septembre 2023 et on est très content d'avoir eu au moins la possibilité d'avoir une expérience concernant une classe thérapeutique qui va nous permettre d'avancer ensemble dans la prise en charge de ces malades-là. Malheureusement, une autre expérience... non, j'ai avancé. Donc là, c'est une dame, c'est la première prescription de Selexipag en Tunisie. Malheureusement, c'est une dame qui a eu ce traitement, qui a été traitée pendant 4 mois pour reconduire le traitement. On lui a, bloqué toutes les issues, malheureusement, et elle a fini par décéder il y a quelques semaines. Donc, ce qui a été fait, quand même, au cours des différentes réunions de la STCV l'année dernière, 2022, au Palais de Congrès, il y avait toute cette matinée consacrée à l'hypertension artérielle pulmonaire. Dr Warda a pris la parole pour en parler. J'ai eu l'immense plaisir de présenter quelques plaques de ma présentation il y a quelques mois à Sfax en juin 2023 dans un excellent congrès de cardiologie. Et puis, Dr Warda, toujours présente, toujours active, avec qui également j'ai collaboré et j'ai contribué à faire des petites présentations pour des médecins de première ligne concernant la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire. Ce qui reste à faire, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, c'est essayer, à l'instar de la revue médicale suisse, de préparer un petit papier, j'espère que ça aboutira, puisque je suis quelque part rédacteur en chef adjoint de la Tunisie médicale, donc de faire un petit papier pour parler d'hypertension pulmonaire pour le généraliste en 2024, peut-être le généraliste tunisien, et pour lui proposer ce qu'il faut faire. Sinon, pour conclure, j'aurais un tout petit mot pour dire, c'est toujours un appel à encore collaborer plus ensemble pour qu'on puisse avancer dans cette pathologie. Et je vous remercie.